physique au sol. Moi j'aurais aimé en 74, ou plutôt le 30 novembre, parce que ça c'est une photo qui a été à l'origine de mon intérêt pour les ovnis et de mon intime conviction qu'il y a quelque chose. Qu'est-ce qu'elle avait de particulier cette photo? C'est une photo comme celle qu'on a vue qui n'a pas une grosse importance, on voit une forme lumineuse à l'intérieur de laquelle on ne voit rien. Mais ce qui est intéressant, c'est les circonstances autour de la photo. C'est un photographe professionnel qui prend la photo, donc c'est déjà un peu inquiétant parce qu'on peut imaginer qu'un photographe professionnel ait les moyens d'un trucage. Mais cette photo, en réalité, elle est entourée de tout un ensemble de témoignages qui fait qu'elle devient crédible. C'est-à-dire qu'il y a 2 équipages d'avions qui voient l'objet volant non identifié, un 3e équipage d'avions qui, entendant les conversations radio échangées entre les 2 premiers équipages et la tour de contrôle de Turin, essaye de s'en approcher. Et alors que cette forme lumineuse n'a pas bougé depuis un quart d'heure à peu près, elle prend une accélération brutale et elle laisse sur place un avion qui fonce sur elle à plus de 500 km/h. Et puis vous avez des centaines de témoins au sol qui ont vu cet objet volant non identifié. Et puis vous avez le radar qu'il a détecté, le radar civil. Et puis quand on fait une enquête, puisque j'ai envoyé un journaliste qui est passé une semaine là-bas, on se rend compte que le radar militaire, qui était sur une autre longueur d'onde, a détecté cet objet volant non identifié. Donc là, on n'a plus seulement une photo. On a un ensemble de phénomènes avec des détections radar qui montrent qu'il s'est vraiment passé quelque chose qui n'est pas compréhensible. Bonjour, alors Nathalie. J'ai 2 questions, Nathalie. la première pour monsieur, la deuxième pour Sandy. Donc la première, par rapport à ce qui vous est arrivé, j'aimerais savoir si on doit considérer les extraterrestres plutôt comme amis ou ennemis. Et la deuxième question, c'est pour donc Sandy. À votre avis, que recherchent les extraterrestres en venant dans notre civilisation? Qu'est-ce qu'ils attendent? Alors doit-on les considérer amis ou ennemis? Oui. Moi, je n'ose pas m'avancer plus loin, si voilà. Sandy? C'est pas à ma question que je vais répondre, mais je pense que s'ils avaient vraiment voulu, entre guillemets, c'est pas beau, mais foutre la merde, ils l'auraient fait depuis bien longtemps. Donc je pense que s'ils existent, toujours entre guillemets, ce serait vraiment plutôt pour nous observer, pour nous analyser, pour apprendre de nous. Peut-être, on a certainement plus de nous, de choses à apprendre d'eux que eux de nous, mais s'ils étaient là pour du mal, ils l'auraient fait depuis bien longtemps. Et je me rappelle plus de la question que vous m'aviez posée. Qu'attendent en fait les extraterrestres De nous? Voilà. Je pense qu'ils attendent rien de nous. Rien. Et vous attendez quoi d'eux? D'avoir certainement plus de preuves. J'allais dire quelque chose tout à l'heure et Jean-Claude en a parlé juste avant. J'aurais pu être sceptique. On aurait pu, nous humains de l'an 2000, être sceptiques sur tout ça parce que justement il y a tous ces films, il y a X-Files, on a des appareils photo, on est dans le moderne. Mais ce qui fait que j'y crois très fort, c'est justement tous ces textes, toutes ces fresques, ces dessins, ces choses qui datent il y a des milliers d'années, qui font que à l'époque, ils ne pouvaient pas imaginer ça. Alors, je vous propose à présent d'entendre un nouveau témoignage, celui d'une jeune fille. Elle s'appelle Elodie et je vous demande de l'accueillir. Elodie. Bonjour Elodie, vous avez 20 ans, vous êtes professeure de danse. Oui, toute jeune professeure. Pardon? Non, toute jeune professeure. Mais Toute jeune, oui, 20 ans. Qu'est-ce que vous avez vu? J'ai vu, il y a 5 ans, j'étais avec ma mère qui est quelque part dans le public. Dans le public? Oui. Elle est là-bas. Oui, donc on revenait de chez une amie. Donc il y a 5 ans, j'avais 15 ans à l'époque. Et on était arrêtés donc à un feu rouge. Et on a vu quelque chose de vraiment... vraiment étrange, quoi. C'était vraiment c'était immobile, c'était une masse orangée. Donc on s'est regardé avec ma mère, on s'est dit mais qu'est-ce que c'est? Et quand le feu s'est mis au vert, donc c'était immobile au départ, et quand le feu s'est mis au vert, on a avancé, et cette chose a avancé vers nous en fait. Cette chose a avancé vers nous, et ma mère à un moment a eu peur, donc elle a donné un coup de volant sur la droite, et à ce moment-là, cette chose a changé de direction, en fait est partie vers la gauche. Et donc ma mère a fait demi-tour, on l'a suivie, et à ce moment-là, enfin je veux dire, on l'a vu, c'était assez gros, c'était assez impressionnant. C'était quoi? C'était vraiment la forme d'une soucoupe volante. C'était très arrondi, c'était assez grand, oui. C'était orangé, c'était d'une couleur orangée, brillante, mais pas éblouissante parce qu'on l'a toujours regardé. Et c'était grand, on ne peut pas donner de taille. Mais c'était grand comme le studio?
Non, quand Plus même. petit? Plus petit, mais je veux dire, la forme était nette. C'était. Et ça avançait tout d'un coup sur vous et c'est reparti? Comment ça Ça fait? avançait doucement vers nous. Oui. Ça avançait doucement vers nous. Donc à ce moment-là, on a donné un coup de ma mère a donné un coup de volant. Et à ce moment-là, ça a changé de trajectoire et en fait, c'est parti. Ça a changé de trajectoire et c'est parti dans une autre direction, quoi. À votre hauteur? À hauteur de voiture ou Non, de mer? mais c'était pas très haut. C'était pas très haut. C'était plus bas qu'une maison. Enfin, je veux dire, le niveau d'une maison, c'était plus bas, quoi. Et donc, on l'a suivi. Oui. Et on l'a suivi jusque dans la campagne où là, il a disparu. En fait, il est parti, pas très rapidement, mais. Enfin, je veux dire, il est devenu tout petit et puis on l'a perdu de vue. Mais pas d'un coup sec, je veux dire, c'était toujours tout doux. Enfin, Et vous je veux êtes dire, persuadé que c'est une soucoupe volante? Ouais. Pourquoi? Parce que j'ai déjà vu un avion dans le ciel quand il fait nuit, j'ai déjà vu des tas de choses, un satellite, et ça, c'était autre chose. Et vous avez été à la gendarmerie dire que vous aviez vu quelque Non. chose de spécial? Non, Et pourquoi non parce que déjà au départ, quand on en parlait, c'était ouais. Tout le monde se moquait de vous? Bah exactement, oui. Et puis, et en fait, on en a parlé un petit peu autour de nous, et effectivement, il y a 2 personnes qu'on connaît absolument pas qui ont vu aussi quelque chose. Ce même soir? Ce même soir. Mais moi, en fait, ils ont vu une forme orange, mais rond. En fait, ils l'ont vu haut comme un satellite, quelque chose, mais de gros quand même. Vous n'en assez- avez plus jamais revu? Non, Ils n'ont pas tenté de prendre contact avec vous non plus. non plus? Et qu'est-ce que ça a changé dans votre vie à vous? Rien de spécial, mais ça me fait peur. Pourquoi? Parce que c'est l'inconnu. Je veux dire, nous en fait, au départ, quand on l'a vu, on a été curieuse, ce qui fait qu'en fait, on l'a suivi. Et c'est quand on l'a perdu de vue, quand on a vu le ciel noir, que moi j'ai eu peur personnellement. Eu peur de quoi? Peur d'eux. Parce que c'était tellement. Je veux dire, on peut rien. Je veux dire, ils sont beaucoup plus puissants que nous. Je veux dire, ils sont. Moi, ça me fait peur. Et vous les imaginez comment? Je les imagine pas vraiment, pas comme nous, pas comme nous, quoi. Mais ils vous Non. font peur? Ouais, ça me fait peur. Mhm. Peur de l'inconnu, je pense. Mhm. Parce que ça avait l'air puissant, c'est ça? Puissant, ouais, voilà, c'est ça. Mais moi, ce que j'ai vu, j'en suis sûre. Et depuis que j'ai vu, avant j'y croyais, mais bon, j'avais jamais vu. Mais maintenant que j'ai vu, je dis. C'est vrai, ils C'est vrai, existent. ouais. Et vous attendez à ce qu'ils reviennent? Pourquoi pas? Mais j'aimerais bien en revoir, moi, mais de loin. Je voudrais pas. Exactement. Bonjour, je m'appelle Coco. Je voulais vous demander si... moi, je n'y crois pas du tout. Et je voulais vous demander si ce n'était pas un phénomène de mode. Parce qu'au début, on en a plutôt entendu parler des extraterrestres aux États-Unis. Je veux dire, on dit qu'on est 10 ans en retard par rapport aux États-Unis. Et je voulais savoir si ce n'était pas un phénomène de mode, quoi. Alors, c'est un phénomène de mode ou pas? Non. On ne peut pas parler de phénomène de mode dans la mesure où dans toute l'histoire de l'humanité, aussi loin que l'on remonte, et pas seulement jusqu'à la Bible, mais disons avant la guerre de 40, à l'époque où la télévision n'existait pas vraiment, on trouve ce genre de témoignages. Je peux vous citer de mémoire comme ça l'affaire de 1907 au-dessus de la rade de Cherbourg, où on a vu une lune, mais beaucoup plus grosse que la pleine lune, donc on imagine bien le diamètre apparent, qui s'est promené au-dessus de notre flotte de guerre. Alors il y avait des observateurs militaires qui ont fait des rapports, on est allé voir les scientifiques, qui à l'époque on ne parlait pas de soucoupe volante évidemment, qui ont essayé de rationaliser. Il y en a un qui a dit, on a confondu avec Jupiter qui était particulièrement brillante, ce à quoi l'officier de quart a répondu, je sais que je suis peut-être ignorant, mais entre Jupiter et un objet céleste qui est 4 fois plus gros que le diamètre apparent de la pleine lune, il y a quand même, excusez-moi, une certaine différence. Deuxièmement, Jupiter, quand on le fixe, on peut imaginer que ça bouge un tout petit peu comme ça, mais là, ça se baladait carrément dans tout le ciel. Donc, il n'y avait pas d'explication rationnelle et il n'y en a toujours pas. Qu'est-ce qui a été observé cette nuit-là? On ne le sait pas. Donc, il y a plein d'histoires comme ça qui nous montrent que ça ne peut pas être un phénomène de mode. Alors, on va pas revenir sur toutes les affaires et les témoignages qui se sont produits. Juste un mot, Sandy, vous pensez qu'on nous ment? Qui ont? Je sais pas. Ah non, moi, non. Non, Vous pensez qu'on nous cache des choses? Il y a plein de témoignages. Ah oui, oui. Alors ça, c'est sûr qu'on nous cache des choses parce que j'imagine le phénomène de branle-bas combat dans le monde si du jour au lendemain,
il nous mettait à la télé, voilà, les preuves sont là, c'est sûr, ça existe, vous voyez. Et puis, je pense qu'il nous cache des films, je pense qu'il nous cache des choses. Et je suis vraiment en admiration devant ces deux personnes qui ont étudié, qui ont analysé, qui ont fait des recherches et qui connaissent autant d'histoires. Parce que j'ai l'impression de regarder la télé, de voir comme si on me racontait des histoires, et j'aurais tellement aimé y être. Et Élodie en a très peur. Moi, j'attends qu'une chose, c'est qu'elle revienne. Parce que bon, et même s'ils nous veulent du mal, et ben tant pis, ils nous veulent du mal, mais au moins on les aura vus. C'est tellement. Alors il y a quelqu'un qui n'a pas peur des extraterrestres. Lui, c'est Michel Chevalet, ce journaliste scientifique est très sceptique quant à l'existence des petits hommes verts, et je vous demande de l'accueillir. Michel Chevalet. Michel, bonjour. Vous étiez dans les coulisses quand vous avez entendu j'ai tout entendu et tout vu. tous ces témoignages. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, une première remarque déjà, et Dieu sait si nous n'avons pas les mêmes avis avec mon grand copain Jean-Claude, mais j'ai noté tout de même la pondération de ses propos, et finalement, on va avoir les mêmes opinions, et j'apprécie beaucoup. Par contre, ma première remarque, c'est que, comme le dit Jean-Claude justement, ce sont toujours le même type de témoignages, le même type de situation. Je vous dirais, vous manquez beaucoup d'imagination pour nous décrire des phénomènes extraterrestres. Pourquoi? Dernière remarque, non, c'est toujours... Si vous voulez, quand les gens décrivent les situations, ce sont toujours des choses invraisemblables. C'est-à-dire, on n'est jamais dans des cas, je dirais, classiques d'observation. Il fait nuit, j'ai pas eu le temps de prendre des photos. Mais Michel, est-ce que vous pensez, vous, crédible que des personnes aient pu voir des extraterrestres? Alors oui, ça, moi, je dis oui, les gens ne sont pas fous. Oui, les gens ont vu quelque chose. C'est l'interprétation. Un fait n'a de valeur que par l'interprétation qu'on lui donne. Voilà. Oui, bonjour Audrey, j'aurais voulu savoir ce que vous pensiez de l'affaire Roswell. À qui vous posez la question? À tout le monde. Bon, on va demander à Michel, puisqu'il est le dernier arrivé. Oui, enfin, je crois qu'avec Jean-Claude, on a la même analyse. L'affaire Roswell, moi je dis, c'est une grande mystification. Elle n'a pas été fausse à 100%, je suis désolé. Est-ce que vous apportez la preuve qu'elle a été fausse? Vous affirmez des choses. Alors nous, il faudrait qu'on puisse apporter des preuves à 100%, et vous dites ça n'existe pas, mais vous n'apportez aucune preuve que ça n'existe pas. Mais Michel, vous pensez que les gouvernements nous cachent quelque chose? Alors, c'est difficile, bien sûr, je ne peux pas me mettre à la place du gouvernement, c'est vrai. Mais là, restons dans des domaines de la vie courante, oui, dans des dossiers de la vie courante. On n'a pas accès, nous, journalistes, à toutes les informations, c'est bien vrai. Il est possible que certains rapports aient été émis ou gonflés artificiellement, mais je crois qu'il y a des gens aussi qui ont intérêt à ce que Voltaire disait, à amasser des nuages au-dessus de leur tête pour les crever ensuite. Et donc il y a des gens qui vivent de ces mystères. Je ne me tourne pas vers Jean-Claude, mais eux, ils font des livres. C'est normal, il y en a des gens qui font des revues. Mais Jean-Claude, très habilement, a bien mis contact, ce qui excite l'intérêt des gens. Ben oui, contact, mais il a été intelligent, il a mis point d'interrogation derrière. Pas fou. Bon. Je vous rends hommage, mon frère. Donc je dis, attention, méfions-nous de trois choses. Méfions-nous d'abord du témoignage humain. On peut trouver tout, et Dieu sait. Mais comment vous expliquez qu'à chaque fois qu'on voit une soucoupe volante, que les gens voient des soucoupes volantes, ils voient la même chose? Je ne sais pas s'ils ont vu une soucoupe volante. Enfin, ils ont vu quelque chose. Ils ont vu quelque chose qui ressemble toujours à la même chose. Il y en a qui voient un triangle, il y en a qui voient un rond, il y en a qui voient qu'une lumière. On ne voit pas tous la même chose, hein, non? Attendez, je me méfie, vous avez raison, je dis, mais attention, méfions-nous du témoignage humain, méfions-nous de la perception, de la notion de distance, c'est la nuit, faute de repères. Écoutez, il le sait bien, prenez l'accident de Kennedy avec son avion. Pilote débutant, il a fait la faute du débutant de la perte d'horizon, qui est le coup classique, c'est-à-dire que son avion a piqué, il ne croyait pas à ses instruments, qui eux disaient la vérité, il était trompé par ses perceptions. Et Dieu sait s'il pilote. Et ça, c'est la pire des choses. Méfions-nous de notre vision. On voit non pas avec ses yeux, mais on voit avec son cerveau. C'est-à-dire l'interprétation qui est faite des choses. Ce sont les appareils électroniques. Alors, appareil électronique, regardez ce qu'a donné la caméra. Vous nous montrez 3 secondes d'image, j'aurais voulu en voir beaucoup plus, qui ne me prouve absolument rien. Vous aurez filmé un réverbère, ça me donne la même chose. Mais bien sûr, non mais... Alors... Je voulais dire quelque chose.
quand j'entends raisonner comme ça, je me pose la question sur la valeur journalistique. Parce que quand on se permet de... On sait très bien qu'on ne peut Non, pas... mais vous pouvez penser qu'on puisse douter quand même. On peut douter, mais c'est on peut- aussi une qu'il ne des doute pas du caractéristiques du journaliste. Mais attention, mais il faudrait qu'il dise surtout qu'il ne doute pas du fait qu'il envoie 10 secondes, parce que le timing nous impose 10 secondes. J'ai moi-même Si on pouvait voir posé la 3 heures, on verrait question, 3 alors heures. J'y crois dur comme fer. Oui, bonjour, Elodie. Je voudrais savoir si votre mère a vu cette lueur orange que vous dites. Ah bah oui, elle était avec moi, on a vu toutes les deux la même chose et... Il n'y a qu'à lui demander, elle est là. ouais, non mais... Vous voulez lui demander? Oui. Elle est où, maman? Où elle est, maman? Elle est là. Alors, vous les avez vus? Il a failli dire éléphant rose. Hein. Vous les avez vus, ces lumières? Avec Elodie, oui. Et c'était quoi, comme elle a dit? Comme elle a dit exactement. À part que, bon, sur la fin, c'est vrai, bon, elle a eu peur. Moi, bon, on a inversé un peu les rôles. Moi, j'aurais bien continué. Mais après, bon, en y pensant, on se dit que, bon, il va aller mieux pour ses chemins, je pense. Oui. Donc, oui, elle l'a vu, Oui, comme non, sa mais fille. C'était bizarre. Bonjour, moi je m'appelle Nicolas. Je voudrais savoir pourquoi on donne toujours une interprétation à des visions plus ou moins étranges. Pourquoi une interprétation extraterrestre? Pourquoi pas des esprits ou un aspect mystique où on peut partir n'importe quelle direction? On peut voir Dieu aussi, il peut être auréolé. Ouais, il y en a mais non, qui l'ont- c'était vraiment... Enfin, moi, personnellement, ce que j'ai vu, c'était une masse, quoi. Je veux dire, c'était pas une lumière, ça n'avait rien à voir avec Il une n'y lumière. a aucun critère pour lui donner un aspect extraterrestre ou une soucoupe volante ou pourquoi des gens dedans ou pourquoi des choses comme ça? Oui, mais bon, enfin, je veux dire... Je sais pas, mais ce que j'ai vu, ça peut pas être un avion. Je veux dire, qu'on m'explique. J'ai pas dit que c'était une soucoupe volante ou quoi, mais qu'on m'explique, qu'on me dise ce que c'est. C'est simplement bizarre, étrange, on sait pas Voilà, ce que c'est étrange, mais bon, en esprit, je pense pas, non. Enfin, c'est aussi probable qu'un extraterrestre. Ah non, mais je crois aussi aux esprits. Mais là, Michel, si tout ça n'existe pas, pourquoi est-ce qu'il y a autant de gens qui y croient? Alors, si vous voulez, c'est difficile bon, de répondre à la question. Je dirais, je résume très rapidement les choses. C'est vrai, il y a des gens. Moi, je rejette 99,99% de tout le témoignage. Mais il y a des moments où on ne sait pas expliquer. On ne sait pas expliquer parce qu'on ne connaît pas tout, mais on ne sait pas expliquer parce qu'on n'a pas les éléments pour pouvoir comprendre, interpréter, disséquer. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, il faut se méfier aussi de toutes les données psychologiques qu'il y a derrière. C'est-à-dire, je m'explique, on ne donne des interprétations que par rapport à l'ensemble de nos connaissances. C'est-à-dire qu'on ne peut pas inventer, je dirais, des choses qui n'existent pas, des concepts qui n'existent pas. C'est-à-dire le concept de soucoupe volante, la flying saucers, regardez quand c'est venu, Jean-Claude le sait très bien, tout ça s'est apparu à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, aux États-Unis, dans les mêmes coins de l'Arizona, du Nevada, là où les Américains commençaient à faire joujou avec des ailes volantes, avec tout un tas d'objets. Et là, il y avait le secret militaire. Et du secret militaire qui couvrait ces essais de l'armée américaine, on a fait un secret général sur tout un tas d'autres objets. Et c'est vrai que si les journalistes à l'époque venaient se frotter dans le coin, ils étaient éconduits et peut-être qu'il y avait des moyens de pression pour les dissuader de passer sous le grillage et d'aller filmer. Ça, c'est vrai. Donc vous voyez, méfions-nous, mais le concept l'évolution, par contre, l'autre donnée qui est, alors là, y a-t-il de la vie dans l'univers, quelle forme de vie, ça c'est un tout autre débat. Et quand on les accule dans leur coin, fort poliment, mais fermement, dans les derniers retranchements, ils vous disent, mais alors, vous dites qu'il n'y a pas de vie dans l'univers. J'ai dit, attendez, ne mélangeons pas les choses. Les secoupes volantes, c'est une chose, la vie dans l'univers, c'est une autre chose. Alors, Sandy, si vous pouviez envoyer un message aux extraterrestres, qu'est-ce que vous leur diriez? J'ai déjà envoyé un message. J'étais petite, je devais avoir 13-14 ans et il y avait eu sur une autre chaîne une demande aux enfants, envoyer des messages à E.T., entre guillemets E.T. Et les 1000 premières réponses ont vu leur message envoyé dans une sonde qui est partie là-haut. Donc j'ai un message qui se promène déjà là-haut. Mon frère avait écrit en hiéroglyphe, au cas où il parlait hiéroglyphe. Moi j'avais juste fait un dessin. Et c'était quoi? C'était un dessin, c'était les bras grands ouverts, pour essayer de leur faire comprendre. Je vous attends, venez, je vous aime. Oui, qu'est-ce que je leur enverrai là maintenant? Mon téléphone, je m'appelle Sandy, oui, on je connaît leur enverrai, ça. je sais pas, un CD peut-être, non? Votre disque, oui. Non, je sais pas. Je peux pas vous dire. Je sais ce que j'ai vu,
on va en revenir un peu en arrière. Je sais ce que j'ai vu, je sais ce qui s'est passé. Vous parliez d'approximation, de distance qui était peut-être mal vécue, etc. Moi, je sais que si ça avait été une voiture, je ne sais pas comment elle aurait été dans mon jardin, parce qu'il y a des tuyas tout autour et qu'une voiture qui atterrit dans mon jardin ne peut repartir que par derrière ma chambre. Donc, elle ne peut pas partir d'ailleurs et encore moins remonter dans le ciel. Jean-Claude, tu sais, si tu veux monter au premier étage, mademoiselle, il faut mettre l'échelle. Le problème de distance, le problème de tout ça, je sais que je bois pas, que je fume pas, que je me drogue pas, je sais ce que j'ai vu il n'y a pas de champignons dans le jardin. J'ai recueilli des centaines de témoignages semblables à celui-ci. Donc on n'a pas de preuves, c'est un témoin unique, etc. Mais ce qui est troublant, c'est l'accumulation de ce type de témoignages qu'on peut mettre dans un cas à part. Mais je voudrais juste revenir sur le message que vous avez lancé aux extraterrestres. Parce que pour qu'il y ait communication entre deux êtres, il faut qu'il y ait un langage unique. Donc si moi je lance les bras comme ça vers les extraterrestres, dans ma mentalité à moi, ça veut dire je n'ai pas d'armes, je vous tends les bras, je vous aime. Mais imaginez que le geste de provocation sur la planète, ce soit ce geste-là, qui correspondait par exemple chez nous à un bras d'honneur, eh bien c'est un peu d'ailleurs le thème de certains films américains, où c'est une déclaration de guerre. Mais vous avez vu le geste provoquant qu'a fait Sandy, on déclare la guerre à la Terre et on rase la Terre. Alors c'est très imprudent. On avait 12-13 ans. On espère que ce ne sera pas perçu comme ça le jour où votre message arrivera chez les E.T. Merci en tout cas d'être venu sur ce plateau, nous livrer vos témoignages. Vous avez rencontré, vous l'avez dit, des extraterrestres. Merci d'avoir eu le courage de le dire sur un plateau de télé. Merci à vous d'avoir posé vos questions et merci à vous de nous avoir suivis. Merci, à bientôt. Demain, nous recevrons Monique et Salima. Toutes les deux s'habillent comme leur fille. Elles n'ont pas le look de leur âge et c'est leur choix. D'autres invités ont fait le même choix. Ils nous répondront sur ce plateau. Nous leur proposerons d'ailleurs d'être relookés en leur donnant une allure plus classique qui correspond davantage à leur âge. À demain, 13h50.